c'était dans le 20e, une exposition consacrée à la Hammer. Et je vois Michel Camp qui débarque. Et donc, toi, tu parles de cette exposition de la Hammer, mais tu n'en étais pas l'instigateur. Si, c'était moi. Ah, voilà, il faut le dire quand même. Il faut arrêter d'être humble comme ça. Alors, c'était dans le sillage des griffes de la Hammer. Michel Camp débarque, ça me fait très plaisir, parce que de fait, personne ne l'a vu depuis 20 ans sortir. Et la première chose qui nous frappe tous les deux, c'est que la moyenne d'âge ce soir-là, c'est pas les gens qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui auraient vu les films à l'époque. Non, ils avaient 20 ans, 30 ans maximum, c'était ça, quoi. Donc tout ça, la première chose, c'est... Ça prouve que donc il y a un nouveau public pour ça. Voilà. La deuxième chose qui nous frappe en même temps, c'est que ce qui les fascine le plus... parmi toutes les photos qui étaient exposées, c'était pas simplement les retirages de photos de plateau, de Dracula, de Frankenstein, Christopher Lee, les Hammer Girls, Peter Cushing, etc. Non, finalement, c'était les agrandissements de couverture de revues et principalement parmi elles, les agrandissements de couverture de Midi Minuit fantastiques. C'est et là, un constat que vous faites ce soir-là. Tout d'un coup, j'ai un flash. Je me dis, mais on est en train de faire l'expérience grandeur nature de la permanence des mythes. La permanence des mythes, c'était le grand concept à l'origine de la revue. Dans le numéro 1, il y avait tout un édito sur la permanence des mythes. Terence Fisher ressusciter Dracula, Frankenstein, et le redonner aux cinéphiles de 20 ans. Eh bien, quelque part, Dracula, Frankenstein, c'était toujours des mythes actifs, certes, mais au-delà de ça, Midi Minuit Fantastique était aussi un mythe en tant que tel, toujours actif. Ce que je veux dire par là, c'est que, à l'évidence, les jeunes gens qui étaient là, qui découvraient ces couvertures, ils les voyaient pour la première fois. Mais il y avait bien plus que la fascination pour un objet vintage des années 60. Non, il y avait quelque part, ils faisaient l'expérience d'un mythe. Et donc là, on s'est dit... Mais ce qui est évident, c'est que cette revue est toujours moderne. Et l'enjeu... C'était pas un revival, c'était carrément une nouveauté, quoi. C'est ça, précisément parce qu'elle est introuvable, il faut la transmettre à une nouvelle génération. Et donc, là, j'ai dit du tac au tac à Michel, mais il faut imaginer un projet éditorial. Il faut qu'on en fasse des bouquins, il faut qu'on... Vous n'avez pas eu l'idée de faire une autre vue, à la limite? Non. L'idée, c'était ce truc-là est toujours moderne, et parce que c'est toujours moderne, il faut le transmettre à une nouvelle génération. Vraiment, c'était ça. Et si on veut le transmettre à une nouvelle génération, ça ne veut pas dire faire juste des facsimilés. Non, c'était en faire un nouvel objet. Un nouvel objet qui, en même temps, serait fidèle à ce que c'était. Et c'est là qu'est né, quelque part, le concept d'intégrale, premièrement. C'est-à-dire que, comme c'était une collection de petits livres de référence, bien plus qu'une revue, c'était une collection de petits livres de référence, il ne s'agissait pas de faire un best-of, ça n'aurait eu aucun sens. Il fallait donner l'intégrale, mais au-delà de ça, il fallait le faire d'une manière actuelle. Et le faire d'une manière actuelle, c'était, quelque part, à la fois... rendre exactement ce que ça avait été, mais le rendre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en restaurant tout, en retrouvant les photos, en ressaisissant les textes pour pouvoir faire une nouvelle mise en page qui serait fidèle à ce que ça avait été, mais qui en même temps pourrait homogénéiser l'ensemble de la collection, parce qu'il y a eu deux formats. Donc voilà, il y avait ces problèmes techniques. En fait, vous avez fait une restauration à la George Lucas. C'est-à-dire que vous... Ouais. Mais sans y ajouter Jar Jar Binks. Voilà. Non, en fait, le truc, c'est que... Vous êtes arrivé à rester fidèle, on va dire, à l'esprit et à ce que ça a véhiculé à l'époque, je dirais pas en le modernisant parce que c'est moderne en lui-même, mais en y apportant, je dirais, peut-être pas une icono, mais pas une éditoriale non plus, mais une maquette ou un truc qui soit plus en rapport avec ce qu'on a l'habitude peut-être de voir aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire que... En 1962, quand on découvre Midi Minuit, c'est un choc esthétique. C'est le choc des photos, c'est pas un fanzine, c'est une très belle revue qui tire vers la revue d'art déjà. Donc il y a déjà un côté luxueux dans cette revue. Sauf que bien sûr, c'est fait avec les moyens du bord de l'époque. Et si on veut le transmettre à une nouvelle génération aujourd'hui, si on fait juste un reprint du truc, ils ne peuvent pas éprouver aujourd'hui la même sensation. Voilà, on peut éventuellement, si on rachète un numéro d'époque, éprouver cette sensation vertigineuse du voyage dans le temps. Ça, c'est une chose. Mais si on fait un reprint, on ne peut pas éprouver cette sensation-là. Il y aura toujours le décalage parce qu'on n'a pas l'original entre les mains. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que comme Midi Minuit, quelque part, rêvait les films dont il parlait,
ces longs tunnels de photos, c'était une forme de mise en scène qui invitait à rêver les films, y compris quand on ne les avait pas vus. Ouais. Nous, on s'est dit, il faut qu'on rêve Midi Minuit. D'accord. Voilà, le meilleur moyen de rendre hommage à cette revue, de retraduire ce qu'a été la modernité de ce regard posé sur ce cinéma fantastique, c'était de faire ça. Voilà. Eux étaient dans l'héritage du surréalisme, il fallait que nous-mêmes, quelque part, on le soit. Je trouve que le concept était sur le papier audacieux et, entre guillemets, je le trouve magnifiquement réussi.